Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari. On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec nos débatteurs. Nous sommes avec Jeannette Bougrab, essayiste. Bonsoir. Bonsoir. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Laurence. Et Guylaine Ottenheimer du magazine Challenge. Bonsoir ma chère Guylaine. Bonsoir Laurence. J'espère que vous êtes en forme pour nos débats de Punchline. On va commencer avant de parler de l'actualité politique ou du Covid, parce que je sais que vous voulez en parler, Guylaine Ottenheimer, par aller du côté du palais de justice pour le procès du 13 novembre, le plus long procès de l'histoire judiciaire française de l'après-guerre. Océane Théard est l'envoyée spéciale d'Europe 1 sur place. Bonsoir Océane. Le président n'a toujours pas commencé la lecture du verdict. Oui, effectivement, Laurence, les avocats, les parties civiles attendent toujours dans cette grande salle de bois clair, une salle de 800 places pleine à craquer. Certaines parties civiles seraient même bloquées devant les portes, faute de place. C'est historique, peut-on entendre devant la salle d'audience. Alors la lecture du verdict pourrait durer 2 voire 3 heures. Pour rappel, les juges se sont isolés pendant 3 jours dans un lieu tenu secret pour délibérer et décider des peines qui seront prononcées à l'encontre des 20 accusés. 10 d'entre eux risquent la réclusion criminel à perpétuité. Parmi eux, Salah Abdeslam, le seul membre encore vivant du commando du 13 novembre. Il risque la prison à perpétuité assortie d'une peine de sûreté incompressible, c'est-à-dire sans aménagement de peine possible. Et une fois le verdict prononcé, les accusés auront 10 jours pour faire appel. Merci beaucoup Océane Théard pour ces précisions. On va écouter le témoignage de Stéphanie, une jeune femme qui était au Bataclan ce maudit soir du 13 novembre 2015. Elle a arrêté de suivre le procès pour se protéger. Écoutons-la. J'avais hâte que ça se termine. Je suis passée par tout le spectre émotionnel possible, entre la lassitude, parfois la colère, la reconnaissance, un peu de tout en fait. Et là, ça va être la clôture et je réalise pas encore bien que je vais plus entendre la voix chantante du président Périès à la web radio ou ni les 2 assesseurs qui l'accompagnent. Ça va faire bizarre, je pense. Et surtout, légalement, on n'est plus des victimes après, puisque le verdict aurait été rendu, il y aurait eu réparation. Donc c'est sortir d'un rôle, peut-être pour endosser une nouvelle normalité et poursuivre sa reconstruction. Voilà le témoignage de Stéphanie qui était présente au Bataclan, recueilli par les équipes d'Europe 1. Jeannette Bougrab, c'est un procès historique, on l'a dit. Il y a beaucoup d'attentes sur ce verdict. Et c'est un procès de la réparation aussi. C'est un procès qui veut aussi éclairer pourquoi, en fait, quelles ont été les responsabilités. C'est un procès qui est là pour, en tout cas, tenter de réparer les dommages, d'éclairer sur la vérité. C'est très difficile, je pense, parce que les magistrats ont fait un travail remarquable. Je crois que la conduite des procès s'est faite de manière exemplaire. Les parties civiles ont été d'une très très grande dignité, très courageuses, et c'est des procès qui s'étalent comme ça sont véritablement difficiles parce que vous revivez en fait ce qui hante vos nuits et qui provoque des cauchemars. Donc c'est très difficile. Donc il faut saluer le courage, la résilience des familles de victimes et des survivants. Voilà. Et je pense que c'est à l'honneur de la France d'avoir été capable de mener ce type de procès. La question qui se posera évidemment, c'est est-ce que la France est toujours sur la menace ? Est-ce que la France connaîtra à nouveau en fait ce type d'attentat ? Absolument. Guylaine Ottenheimer. Oui, je suis d'accord sur le fait que ce procès a été très bien mené par le président Zériès et qu'on peut saluer le travail des magistrats. Je pense que la justice a 2 fonctions. Une fonction qui est, comme vous le disiez, un peu réparatrice pour les victimes. Ça permet de passer à autre chose, d'évacuer un certain nombre de choses. Mais aussi la justice, en général, une autre fonction, c'est de valeur d'exemple. C'est-à-dire de montrer, voilà, si vous faites ça, vous êtes passible de telle peine. Voilà. Ça doit être dissuasif, un jugement, en principe. Si vous volez une voiture, vous êtes condamné à ça, voilà. Et là, malheureusement, cette partie de la fonction de la justice risque de ne pas arriver, parce que quand on voit les raisons, le processus qui a mené à ces attentats, la façon dont ils sont complètement habités par toute une logorée, toute une mécanique, voilà, ils sont complètement endoctrinés, c'est pire que des sectes, etc.
on se dit, bon, pour ce type de profil, aucun procès, aucune condamnation n'aura valeur de dissuasion. Et c'est ça qui m'inquiète, c'est-à-dire que oui, ce procès a été formidablement bien fait, encore que sur la partie réparation, il y a des choses à redire, mais en tant que, pour permettre aux gens de passer à autre chose, de balayer tout le champ des responsabilités et des souffrances, ça, ce travail a été fait. Maintenant, je ne suis pas sûre que ça a un impact tellement important sur les terroristes potentiels. La difficulté, c'est que le seul survivant du commando, c'est Salah Abdeslam, qui est un manipulateur. Voilà, le vrai sujet, c'est quand vous avez en face de cette personne en disant qu'en fin de compte, c'était lui le gentil parce qu'il a refusé de se faire exploser. C'est terrible parce qu'effectivement, ceux qui auraient pu donner des réponses ne sont pas là. Et donc c'est. On a quand même un petit peu des réponses à travers bien sûr, tous les témoignages de ce qui se passe dans ces quartiers, de tous les contacts. On voit très bien dans quel milieu les choses ont évolué, se sont passées. Évidemment, il n'y a pas le méchant là qui a avoué. Non, c'est pas ce que c'est pas. Ce que je pense, c'est que réellement, quand on voit la profondeur des raisons de cette haine, de ces attentats. Ça fait peur parce qu'on se dit rien ne peut les arrêter. Non mais Guylaine, c'est pas du tout ce que je voulais dire, c'est que revivre le détail des personnes qui regardaient s'il y avait des survivants dans la salle du Bataclan pour être sûr et venir les achever, avoir en face la personne en disant mais comment c'est possible d'en arriver à une telle barbarie, voilà, il y a pas de mots pour décrire et la résilience dont fait preuve les familles des victimes est incroyable. Et est-ce que, juste une parenthèse juste pour finir, et on le voit bien, ce papa qui a perdu sa fille et qui avait rejoint notamment Éric Zemmour, cette espèce de colère, parce que on veut aussi que les victimes soient dans une forme de pardon. Voilà, c'est ça qui est assez difficile dans ce genre de procès. On veut qu'elle, un peu comme ça s'est passé, vous n'aurez pas ma haine, voilà. Et on interdit presque aux victimes, en réalité, d'éprouver de la colère, de la haine et de refuser de pardonner. En l'occurrence, Patrick Jardin, que vous évoquez, ne la cache pas, sa haine et sa colère. Alexandre Chauveau, sur ce procès. Simplement sur le ressenti des victimes, c'est assez intéressant d'entendre justement ces victimes, les journalistes qui suivent le procès raconter à quel point le procès fut long et à quel point c'était devenu une sorte de rendez-vous. Et on entendait ce matin notamment une proche d'une victime qui disait qu'elle était presque prête maintenant à rencontrer Salah Abdeslam en prison. Et c'est de l'extérieur, c'est assez frappant et ça montre à quel point le procès a valeur de catharsis pour les proches des victimes. Absolument. Un mot, Guylaine Ottenheimer, sur ce que vous disiez, qui est très intéressant, sur le milieu dans lequel, effectivement, ces attentats ont été fomentés, qui était d'abord un milieu de délinquance, il faut le rappeler, teinté d'islamisme, et ça a donné ces massacres. C'est ça, ce processus-là qui a été aussi décrit. Oui, et c'est là qu'on s'aperçoit qu'un procès ne suffit. Ça montre l'horreur, comme vous le disiez. On va achever des mourants sans aucune humanité au nom de je ne sais quel dieu. Hein. Et on s'aperçoit que nos sociétés démocratiques avancées ont très très peu d'outils pour arrêter ça. Et comme le disait Janine Bougrab tout à l'heure, est-ce que ça va recommencer demain? Parce que les terreaux sont toujours là, de la haine de l'Occident, de l'endoctrinement, du fanatisme, teinté de délinquance. Voilà, ils jouent les héros, ils ont trouvé un rôle dans la société. C'est terrible parce que nos sociétés ne savent pas se protéger contre ça. Janine Bougrab, le profil des gens qui étaient là, en tout cas, c'est vraiment des gens d'une banalité absolue. C'est ce que disaient les avocats et qui ont fomenter des choses abominables. Donc il y a ce passage-là de personnalité vraiment simple et banale à des terroristes. C'est un peu, la plupart du temps, il y a les spécialistes qui ont abordé ces sujets-là. Il y a un profil type pour les garçons et un profil type pour les filles. Les filles viennent plutôt de milieux de classe moyenne, modeste, issues de familles divorcées, recomposées, et qui pensent que quand elles vont partir en Syrie, qu'elles ont trouvé l'amour, et le véritable amour sur Internet pour aller retrouver ce qu'on appelle le djihad amoureux. Et les garçons sont souvent de milieux un peu plus défavorisés, des quartiers qui ont la case délinquance. Mais il faut, c'est pas des génies. Hein, la stratégie d'un avocat, c'est de dire, mais écoutez, ça aurait pu être quelqu'un que vous connaissez. C'est une stratégie pour, en réalité,
démontrer que ce ne sont pas des monstres, mais que ce sont des gens comme tout le monde et que tout le monde peut basculer dans cela. C'est reprocher enlever en fait le libre arbitre. Donc moi je pense que c'est pas... nos familles ont connu des périodes terribles. C'est pas pour autant que ça justifie de tomber dans cette horreur. On nie de tomber dans cette horreur et de refuser le libre arbitre. Voilà. Moi, j'ai aucune empathie. C'est peut-être ça ma très grande pour ces gens-là, parce qu'on a une chance exceptionnelle de vivre en France. On a France ou Belgique. Et de se dire, parce qu'on est victime dans des quartiers, qu'on est ghettoisé, donc on va tomber, parce qu'on écoute des vidéos sur Internet et qu'on a décidé d'adhérer à la pire des monstruosités, mais ça n'a aucune excuse. Enfin, moi, là-dessus, je n'ai pas... Et c'est juste pour finir, je n'irai pas voir le film sur Feu Diams, parce que c'est plus Diams, qui dit que sa religion lui interdit d'écouter de la musique. Enfin, voilà, donc pour vous dire à quel point... L'ex-rappeuse Diams. Qui fait... Donc voilà, moi je trouve que c'est... Elle dit qu'elle interdit, qu'elle préférait que ses filles ne fassent pas de musique. Oui, écoutez, voilà. On comprend pourquoi. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline. On restera dans le registre de la justice, mais qui, cette fois-ci, sera liée à la politique, puisqu'une enquête pour tentative de viol a été ouverte contre Damien Abad, actuel ministre des Solidarités. Une femme a déposé plainte contre lui, puis on parlera de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Tout de suite.